Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur ForChange pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler comment réussir une opération de carve-out avec Sandrine Benarroya, associée de Fairway. Ce sera dans quelques instants. On parlera ensuite des limites à la liberté d'expression des salariés avec Arnaud Tessier, associé de Capstan. Et enfin, pourquoi beaucoup de jeunes avocats n'osent pas se lancer. On en parlera avec Cédi Ba, associé de JBBA Avocat. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On débute tout de suite ce Lex Inside. Comment réussir une opération de carve-out? On en parle tout de suite avec mon invité, Sandrine Benarroya, associée de Fairway. Sandrine, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce qu'une opération de carve-out? Alors, qu'est-ce qu'un carve-out? D'abord, qu'est-ce qu'un carve-out? Un carve-out, c'est une opération d'extraction. C'est un désenclavement, en fait, d'une activité opérationnelle qui fait partie d'un ensemble plus vaste. Et en général, ce désenclavement, on le fait préalablement à la cession à un tiers. En général, mais pas obligatoirement. On va revoir ça ensemble, j'imagine. Alors, on sait mieux maintenant ce qu'est une opération de carve-out, mais dans quel contexte les entreprises décident-elles de recourir à ce type d'opération? Alors, les situations sont assez diverses. Cela peut résulter des difficultés financières de la branche, c'est-à-dire qu'au sein d'un groupe, une activité présente un certain nombre de faiblesses et entre guillemets, on souhaite couper la branche un petit peu compliquée. Mais ça peut également résulter d'une volonté de recentrage sur un plan stratégique ou également de contraintes réglementaires, notamment dans le cadre d'opérations de M&A et des autorisations à demander à l'autorité de la concurrence. On peut être amené à devoir préalablement à la cession désenclaver une activité, la conserver ou la vendre à un tiers. Voilà, c'est dans ces opérations-là, dans ces contextes-là qu'une opération de carve-out peut intervenir. Alors maintenant, on sait mieux ce qu'est une opération de carve-out. Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce type d'opération? Alors, la difficulté, la grande difficulté majeure, c'est de déterminer le périmètre. Qu'est-ce qu'on va vendre? Qu'est-ce qu'on va désenclaver? Et pour ça, il faut imaginer l'activité en stand-alone, c'est-à-dire toute seule, désenclavée du groupe. Quelle serait cette activité de demain? Et il faut arriver à déterminer qu'est-ce qu'on transmet, quels sont les actifs, quels sont les passifs, quels sont les hommes et quels sont les contrats. Ce travail est un travail extrêmement complexe pour la réalisation. Alors justement, comment les entreprises déterminent-elles le périmètre d'un carve-out? Quels sont les critères les plus importants pour justement réussir cette opération? Il faut faire un vrai travail d'analyse. Il faut faire un vrai travail d'analyse avec des opérationnels, avec des juristes, avec des financiers. Certaines situations sont extrêmement claires. Certains actifs, passifs, certaines personnes sont strictement rattachées à une branche et ça ne va pas poser de difficulté. Mais il existe très souvent, le plus souvent d'ailleurs, des situations grises, c'est-à-dire des actifs en commun, des personnes qui vont être à la fois sur l'une et l'autre des activités, et des passifs que le repreneur ne va pas vouloir conserver, qu'il va falloir garder. Donc il va falloir, au cas par cas, déterminer et imaginer cette activité stand-alone, mais également imaginer quel va être son fonctionnement de demain, construire un business plan à partir de cette activité et vérifier la profitabilité de l'ensemble. Pour conclure, quelles sont les bonnes pratiques pour réussir ce carve-out? Alors, je dirais qu'il y a peut-être 4 éléments fondamentaux. 1, l'anticipation. Un carve-out ne se décide pas au dernier moment. 2, la constitution de l'équipe qui va travailler sur le carve-out, on en parlait tout à l'heure. 3, la maîtrise du projet dans son ensemble, pouvoir défendre la solvabilité, la profitabilité de la branche. Et 4e, le post-carve-out, puisque très souvent, le carve-out va s'accompagner de la mise en place de contrats qui, entre l'acheteur et le vendeur,
pour permettre l'autonomisation progressive de la branche qui est vendue. On va conclure là-dessus. Merci Sandrine d'avoir donné toutes les clés à nos téléspectateurs pour réussir une opération de carve-out. Merci Arnaud. On poursuit ce Lex Inside et on va parler des limites à la liberté d'expression des salariés avec Arnaud Tessier, associé au sein du cabinet Capstan. Arnaud, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la liberté d'expression est considérée comme un droit fondamental tant au niveau national qu'international ? Alors la liberté d'expression, elle est consacrée comme un droit fondamental. On retrouve cela bien évidemment dans la Constitution, puisque la déclaration de 1789 la reconnaît comme un droit à valeur constitutionnelle. C'est considéré comme un bien précieux, ce sont les termes mêmes de la Constitution, donc c'est au fronton même de notre pacte républicain. Et puis la France est adhérente à un certain nombre de textes internationaux qui contribuent aussi à renforcer l'exigence de respecter cette liberté d'expression. On pense à l'ONU, on pense à la CEDH, on pense à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, etc., etc. En quoi la liberté d'expression des salariés est-elle fondamentale dans le monde du travail ? Parce que bien évidemment, je suis citoyen dans la cité, je suis aussi citoyen dans mon entreprise, pour reprendre la formule des lois Auroux. Et la déclinaison qu'on a pu retrouver consécutivement dans notre Code du travail, il y a une volonté de la part du législateur, depuis 1982, de conférer aux salariés une véritable place pour sa liberté d'expression. Quelles sont les différentes manières pour un salarié d'exercer sa liberté d'expression ? Alors précisément, et c'est peut-être un droit qu'on a un peu oublié, il existe un droit d'expression dans le Code du travail qui est organisé à travers des temps qui sont effectivement des temps d'échange entre l'employeur et l'ensemble de sa collectivité des salariés pour pouvoir discuter sur les conditions de travail et faire en sorte que la parole soit libre. Et dans le temps, ça s'est sans doute un peu délité, ce droit d'expression, et on y reviendra sans doute plus tard, mais il y a quelque chose à repenser autour de cette capacité d'un dialogue renouvelé. Alors les réseaux sociaux ont changé la manière dont on peut s'exprimer et notamment la manière dont les salariés s'expriment. Expliquez-nous. Alors ça, effectivement, les réseaux sociaux, c'est le mal de notre société par la facilité d'accès et finalement les dérives que cela peut engendrer. C'est pas propre au droit du travail, mais ça contamine le droit du travail puisque l'individu, dans sa sphère privée, va pouvoir avoir effectivement des propos qui se rapportent à ce qu'il vit dans le monde du travail, par exemple. Et en cela, il y a une porosité qui est établie entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sa vie dans l'entreprise et sa relation de travail. Jusqu'où le salarié peut-il aller dans sa liberté d'expression ? Alors le salarié, il a une liberté d'expression qui bien évidemment est reconnue, qui est consacrée, mais elle doit s'équilibrer avec la vie de l'entreprise, son appartenance à un collectif de travail. Le salarié, c'est pas un homme sandwich de l'entreprise, bien évidemment. Pour autant, il a une obligation de loyauté. Et tant qu'il respecte cette obligation de loyauté, rien ne peut lui être véritablement reproché. En revanche, si il commet des injures, s'il commet des abus dans sa liberté d'expression, de la même façon, ça pourrait lui être bien évidemment reproché. En définitive, quelles sont les bonnes pratiques en la matière ? Alors, je pense qu'il faut faire vachement de pédagogie, Il faut faire beaucoup de pédagogie. Il faut sans aucun doute rappeler aux salariés que ce qui se passe en dehors de l'entreprise a une résonance sur sa collaboration. Je l'ai dit, le salarié n'est pas un homme sandwich, mais c'est un ambassadeur. Il porte sa marque. Ce qu'il va véhiculer comme message en son nom est peut-être ressenti comme étant un message porté au nom de l'entreprise, et donc a une résonance tout à fait particulière. Il faut que chacun, quel que soit son niveau dans l'entreprise, soit conscient de cela. On pense bien évidemment qu'aux dirigeants, quand ils ont une parole qui est en décalage par rapport à une stratégie,
il y a un sujet à adresser, mais quand il y a un salarié qui est peut-être moins haut placé dans l'organisation, il peut avoir un impact. Au jour d'aujourd'hui, il y a la guerre des talents. Si un salarié sur son réseau LinkedIn va commenter de façon désagréable un certain nombre de choses sur ses conditions de travail, ça va avoir un impact sur l'entreprise, bien sûr. Sur l'entreprise. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Pourquoi beaucoup de jeunes avocats n'osent pas se lancer? On en parle tout de suite avec Cédi Ba, associé de JBBA. Cédi, bonjour. Bonjour Arnaud. Quelles sont les principales barrières à l'entrée pour les jeunes avocats? Alors, il me semble qu'il y a des barrières déjà très pragmatiques d'ordre financier, c'est-à-dire que quand on se lance, on sort de l'école, on a dépensé de l'argent pour l'école, pour la robe, pour la prestation de serment, c'est cher. Ensuite, quand on veut lancer un cabinet, tout de suite, il faut coffrer, on va dire, pour le loyer, il faut se dire que les clients vont pas rentrer tout de suite, donc il faut pouvoir vivre. Donc, il y a un certain nombre de frais. Mais pour moi, c'est pas le principal obstacle. Le principal obstacle, selon moi, c'est un obstacle d'ordre psychologique. C'est-à-dire que les jeunes avocats, tout de suite, ils ont peur. Ils se disent, on leur a dit tout au long de leurs études que les avocats, c'était une profession qui se paupérisait avec des difficultés à trouver des clients, qu'il y avait trop d'avocats, que c'était compliqué, alors qu'en réalité, ce qu'on peut apporter, nous, en tant que jeunes avocats, avec notre jeunesse, avec notre force de proposition, avec l'accompagnement qu'on peut avoir avec les clients, avec la facilité qu'on a à utiliser les nouveaux outils qui sont à notre disposition, ça nous ouvre une clientèle qui est tout à fait disponible pour nous. Donc je pense que dès lors qu'on arrive à enlever cette petite barrière psychologique, on peut faire de grandes choses et on peut aisément lancer son cabinet. Comment ça affecte le paysage juridique global? Moi, je pense que justement, du fait que les jeunes n'osent pas se lancer, on a des cabinets qui restent, on va dire, sur le devant de la scène, qui sont pas énormément challengés, et donc qui emmagasinent énormément de collaborateurs, qui ensuite, de ce fait, se paupérise aussi, c'est-à-dire que plus il y a de collaborateurs, donc plus il y a d'offres de collaboration, moins il y a plus il y a de demandes, moins il y a d'offres, et donc les rétrocessions baissent, et donc on a des collaborateurs qui sont de moins en moins payés, ou dès lors qu'ils sont bien payés, travaillent des heures pas possibles, alors que s'il y avait plus de jeunes avocats qui se lançaient et qui challengeaient un peu, on va dire, les grosses maisons sur la place, ça assainirait, je pense, bien plus la profession à ce niveau-là. Existe-t-il des alternatives réellement viables pour ceux qui souhaitent encore s'établir à leur compte? Moi, je pense déjà que dès lors qu'un avocat prête serment, il est à son compte. C'est-à-dire que le collaborateur, c'est pas juste un salarié, c'est une entreprise individuelle qui collabore avec une autre entreprise qui est le cabinet qui l'embauche, entre guillemets. Donc déjà, il est à son compte. Donc dès lors que l'avocat prête serment, il doit avoir sa carte de visite, il doit faire son site internet, et il doit tenter d'avoir une clientèle. L'alternative, ça peut-être d'avoir une collaboration peut-être en 2/5, en 3/5, en 4/5, histoire d'avoir quelques journées dans la semaine pour pouvoir développer sa clientèle. Et surtout, il y a quelque chose qu'il faut pas non plus négliger, c'est le fait de quitter Paris. C'est-à-dire que la moitié des avocats de France s'agglutinent à Paris, alors que déjà en banlieue, il y a beaucoup de possibilités de développer une clientèle, et quand on va en province, c'est même encore mieux, quoi. Donc il faut oser s'installer ailleurs, de dire d'aller s'établir dans des barreaux où peut-être la concurrence est moins féroce. Exactement. Là, aller ailleurs, déjà où il fait très beau, où il y a des paysages un peu verdoyants, et surtout, là, il y a moins de concurrence. Il y a des confrères qui sont tout à fait, je pense, contents d'accueillir de jeunes confrères qui se lancent, une clientèle qui est tout à fait contente aussi de voir une nouvelle tête s'installer. Donc, je pense que la province, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Alors pour terminer, peut-être qu'il y a d'autres mots d'encouragement pour inciter les jeunes avocats à s'installer que vous pouvez donner? Moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes avocats, c'est les mots un peu que je me suis dit à moi-même. C'est-à-dire que dès lors qu'on prête serment, on est compétent. C'est-à-dire que vous avez les mêmes diplômes que vos patrons, entre guillemets. Vous avez la même capacité à raisonner, et donc vous pouvez avoir les mêmes clients. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais il faut bien commencer un jour. Si vous vous dites que c'est au bout de 5 ans de collaboration que vous allez pouvoir vous lancer, vous n'aurez pas plus de clients dans 5 ans que maintenant. Donc, un moment, il faut sauter le pas, et puis donc, c'est en sautant le pas qu'on arrive à de grandes choses. Voilà, le message est lancé. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur For Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.